Nous allons parler du Mali, de l'histoire du Mali, des hommes qui ont fait le Mali, ceux qu'ils ont fait pour le Mali. 50 ans après la chute de Modibo Keïta, quel héritage reste-t-il pour le Mali? C'est peut-être le sujet que j'allais prendre comme thème ce matin. Je suis avec un homme qui connaît bien Modibo Keïta parce qu'il a écrit sur Modibo, les œuvres de Modibo. Il y a même les écrits de Modibo, les témoignages de Modibo et les témoignages des hommes qui ont accompagné Modibo, qui ont connu Modibo, qui ont étudié Modibo. Alors, avant de commencer, on va dire un grand bonjour à Barabokoum parce que je ne doute même pas qu'il est à l'écoute en ce moment ce matin. Mes invités, ils sont là, je vais les faire introduire. Ils vont se présenter eux-mêmes. Ensuite, nous allons prendre la parole et nous allons disséquer le sujet de ce matin. Le premier répond au nom de Daouda Tekete. Daouda, bonjour confrère. Bonjour. Le micro est un peu loin, on le tire, hein. Alors, voilà. Bien. Confrère Daouda Tekete, moi je vous connais en tant que journaliste, mais vous êtes écrivain aussi, non? Je m'essaye à l'écriture. Ah oui, Je m'essaye à l'écriture. Ah, essayez déjà, c'est déjà beaucoup. Alors, bonjour. Daouda Tekete, c'est qui? Est-ce qu'il peut faire une petite présentation pour les éditeurs qui sont à l'écoute? Bon, d'abord, à l'entame de mes propos, je tiens d'abord à remercier Radio Clédou et à travers la radio, ta personne, Blayandan, qui n'a nullement hésité lorsque Barabokoum, comme tu l'as dit tantôt en lui adressant un salut, t'a approché pour demander à ce que les 50 ans qui se sont écoulés après le coup d'État qui a renversé le régime de Modibo Keïta, que ces 50 ans ne passent pas inaperçus, qu'il faut un rappel historique, non seulement au peuple malien, aux peuples africains et je dirais même sur le plan international au monde entier, pour que l'on sache qui était cet homme, Modibo. Où a-t-il vécu? Qu'a-t-il fait? Et 50 ans après le coup d'État qui a renversé son régime, qu'est-il resté de son héritage? Le pays aujourd'hui a-t-il besoin de se remémorer pour essayer de trouver à travers les œuvres et les actes posés par Modibo une solution à la crise multidimensionnelle que nous connaissons? Donc, je dirais, pour parler de moi-même, c'est difficile, hein, comme on l'a dit, hein, il est difficile de parler de soi-même, mais je dirais tout simplement que je suis journaliste de formation et que, bon, après tant d'années de travail à l'ORTM et près de 20 ans au ministère de l'Éducation comme conseiller technique chargé de la communication, j'ai estimé que je me dois de partager l'héritage que j'ai accumulé pendant ces quelques années de ma carrière professionnelle à l'ORTM et au ministère de l'Éducation. Voilà pourquoi depuis 2016, je m'essaye à l'écriture. Je suis actuellement en train de produire mon 5e livre. Les 3 premiers ont déjà été publiés, le 4e est en cours et le 5e, je suis en train de l'écrire. Est-ce que tous ces 5 livres portent sur Modibo ou sur d'autres sujets? Quelque part, ça touche Modibo. Parce que je dirais quelque part que le fondement de ma personnalité, je le dois certes à mon éducation dans ma famille, mais aussi et surtout au mouvement pionnier, hein, qui m'a formé depuis ma tendre enfance, alors que j'étais avec ma famille à Yélimane, et mes parents ont été aussi des activistes politiques. Mon père, il a été membre de l'Union sénégalaise RDA depuis sa création. Et à Yélimane, il était le trésorier général du bureau politique local de la section de l'Union sénégalaise RDA de Yélimane. Et ma mère était la présidente de l'organisation des femmes de la section de l'Union sénégalaise RDA de Yélimane. Et un de mes grands frères était le secrétaire général de l'organisation des jeunes de la section de l'Union sénégalaise RDA de Yélimane. Donc, vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle j'ai baigné toute mon enfance, ce qui a contribué à faire en sorte que je sois aujourd'hui ce que je suis. Donc, tout ce que je produis, quelque part, trouve leur fondement dans cette formation, dans cette éducation. Donc, qui renvoie quelque part au régime de Modibo Keïta, dont je dirais avec fierté que je suis un pur produit. Voilà un peu ce que je puis dire en introduction. Oui, 5 livres, déjà on devient un écrivain, on n'est pas un apprenti écrivain. 5 livres, ça demande du temps, ça demande aussi de la réflexion, ça demande de documents, et comme vous êtes journaliste déjà, vous êtes un écrivain de talent. Alors merci. Donc le dernier livre c'est sur Modibo Keïta, non? Oui, les trois premiers qui ont été publiés, le dernier, le 3e qui est actuellement vendu, oui, c'est sur Modibo Keïta, effectivement. Modibo Keïta. Oui. Notre deuxième invité, il s'appelle Gaussou Diarra. Gaussou Diarra, il est professeur à l'université, il fait le droit privé. Gaussou Diarra, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs de Clédou d'entrée de jeu avant qu'on commence les débats? Merci beaucoup, monsieur Arandan. Je me
présente, j'ai une carrière plus ou moins riche. C'est-à-dire que je ne suis pas que professeur, j'ai une carrière diplomatique et j'ai été cadre au ministère des Transports. J'ai fait des consultations à l'Union africaine. Bref, ce que je retiens, ou ce que je peux dire de façon très brève, que je suis professeur à l'université et je voulais m'en arrêter là, mais une longue carrière de diplomate, oui. Très bien. Un professeur de droit privé, qu'est-ce qu'il fait avec la littérature et surtout sur Modibo? Bon, la littérature, je suis de formation littéraire. Très bien. D'abord au lycée, j'ai fait de la littérature et de la littérature profonde. Ensuite, comme l'a dit M. Tekete, je suis aussi un pur produit du régime Modibo, un pionnier. J'ai été un pionnier dans tous les sens et un pionnier qui m'a formé, qui m'a forgé à avoir l'amour de la patrie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'accompagne M. Tekete pour parler de l'Union soudanaise RDA. J'ai beaucoup écrit j'ai été beaucoup de contributions chroniqueurs à l'indépendant. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être là, à essayer aussi de parler du régime non seulement après 58 ans après, les 8 ans du régime de Modibo. Très bien. Alors donc vous avez des points communs avec Tekete, ouais. Chroniqueur dans un journal, journaliste à la radio et télévision du Mali, professeur de droit. Il est professeur aussi, les journalistes, parce qu'ils sont les doyens, sortis de l'une des plus grandes écoles de la Russie, après un passage en France. Ça fait véritablement honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir sur ce plateau pour parler d'abord de l'homme Modibo Keïta, des 50 ans de la chute de Modibo, les 8 ans du règne de Modibo, l'homme Modibo, l'héritage de Modibo, ce qui reste pour les acquis et le Mali d'aujourd'hui. Ouais. Voici le schéma que nous allons juste décliner ce matin. Oui. Juste préciser que j'écris aussi, j'écrivais, mais j'ai écrit dans un sens technique, quoi. J'ai écrit un livre sur très techniquement le connaissement maritime qui a eu un succès plus ou moins large, qui a été bien vendu au Sénégal, à Lomé, à Cotonou. Très bien. Bref, mais qui n'a rien à voir, c'est très technique. Très technique. Voilà. C'est un livre qu'on appelle un livre spécialisé. Spécialisé. Voilà. C'est un livre spécialisé avec un lexique particulier. Mais le connaissement, tout le monde en parle. Ouais, le connaissement, tout le monde en parle, mais personne ne connaît. Ouais, parce que si vous achetez un véhicule à Dakar. Oui. Ou bien en France, si ça passe, il faut absolument le connaissement. Ouais. Si vous achetez des marchandises. Oui. Voilà, mais ça, c'est très spécialisé. On en parle, on n'en sait pas beaucoup. Absolument. Ouais. Alors c'est important. Mais si on touche les transitaires et ceux qui font les affaires, et ils sont dans leur domaine. Ouais. Bon, maintenant, voici la première question que je pose. Monsieur Daouda Tekete. Oui. 50 ans après la chute de Modibo, qu'est-ce qu'on peut retenir après le mardi 19 novembre 1968, le jour où on a arrêté Modibo sur la route de Koulikoro venant de Mopti dans le bateau Mali? Difficile de répondre en quelques mots à cette question. Tant la personnalité de l'homme que fut Modibo est d'une envergure telle qu'il est difficile de le cerner même à travers un simple livre. Modibo a été, vous l'avez tantôt souligné, le premier président de la République du Mali, donc qui a conduit le Mali avec une équipe naturellement et un parti dont il était le secrétaire général, donc qui a conduit le Mali à l'indépendance en 1960. Mais avant d'arriver à l'indépendance, il a eu un parcours. Un parcours d'abord au sein d'une famille, au sein d'associations dans lesquelles il a milité, au sein d'un parti politique, même si avant, effectivement, il a été aussi un élève. Modibo, très tôt, s'est distingué par son intégrité, par sa clairvoyance, par sa vision humaniste, par le souci qu'il avait pour l'autre, par le comportement qui a fait montre de qualité, je ne dirais pas nul autre pareil, mais des qualités rares. Je m'en vais vous prendre un exemple. Modibo, lorsqu'il était, pour montrer tellement qu'il avait le souci de la vie de l'autre, et il se sacrifiait, il était prêt à donner sa vie pour sauver l'autre.
Modibo, le 1er avril 1936, alors qu'il était élève à l'école normale de William Ponty, le 1er avril, donc tout le monde sait le 1er avril ce que c'est. Généralement on dit que c'est le poisson d'avril, les gens farcent, ils font beaucoup de comédie. Alors un de leurs camarades, en l'occurrence Aimé Derlin Zinsou, qui fut aussi président de la République au Dahomey, Actuel Bénin. Actuel Bénin. Alors, il était dans l'océan, dans la mer. Il se baignait. Alors, il fut pris d'un malaise. Bon, comme c'est quelqu'un, généralement, qui aimait beaucoup farcer, les gens pensaient que, bon, alors, le malaise était peut-être plutôt une farce. Il a failli se noyer. C'est Modibo qui a compris, en réalité, que ça n'allait pas. Et il s'est jeté dans l'eau. Et a pu repêcher Émile Derlin Zinsou 150 mètres plus loin, à partir du moment où, à partir du lieu où il était en train il a manifesté le malaise. Alors quand il a sauvé, il a fait sortir de l'eau. C'était à 6 heures du matin, le 1er avril 1936. Alors, sorti de l'eau, il a fallu l'intervention des médecins sur Derlin Zinsou jusqu'à 15 heures, de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures pour le réanimer. Alors, et naturellement, cet acte ne pouvait pas passer inaperçu. Non. Ce qui a fait que le gouverneur général de l'AOF, à Dakar là-bas, lui a adressé une félicitation. Et le père de Aimé Derlin Zinsou, du Dahomey, actuel Bénin, lui a envoyé un télégramme de remerciement. Donc, vous voyez, tous étaient là. Ironie du sort. Quelqu'un qui n'a connu l'eau qu'à travers un fleuve, le fleuve Niger à Bamako, qui sauve quelqu'un qui est un habitant au bord de l'océan. Donc, c'est pour dire déjà que Modibo, il a toujours fait don de soi aux autres. Et c'est ainsi aussi quand, le 13 décembre 1958, alors qu'il était en mission, il était, vous savez, en 57 et en 58, il était sous-secrétaire d'État français à la France d'Outre-mer. Alors qu'il était en mission en France, il a envoyé une lettre à son épouse Mariam Travelé à Bamako ici. Et dans cette lettre, il disait, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à toi, Mariam, à mes autres épouses, à ma famille, à mon pays et à l'Afrique. Voilà l'homme. Il n'a pas fait que le dire, mais dans son comportement de tous les jours, il l'a traduit. Il y a 1001 cas, exemples, qui prouvent que ce qu'il a dit ne sont pas que des mots, mais que c'est de la réalité. Il a toujours traduit dans son comportement. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu qu'il s'engage corps et âme dans la politique pour libérer non seulement le peuple soudanais devenu malien, mais l'Afrique, et aussi se battre pour la cause de la paix dans le monde. Et ce n'est pas un hasard. Quand en 1961, après la conférence de Belgrade, où des pays nouvellement indépendants des différents continents du monde se sont retrouvés à Belgrade pour mettre en place ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Et ce n'est pas un hasard que Modibo ait été choisi avec le président de l'Indonésie, Sukarno, pour aller présenter les recommandations de cette conférence au président des États-Unis, John Kennedy à l'époque. Donc tout ça, ça montre que l'homme a toujours fait don de sa vie aux autres, a toujours fait don de ses compétences, de ses capacités aux autres. Donc, il n'a pas fait que dire les choses, mais il a produit ça, il a posé des actes qui allaient dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, de façon très sommaire, voilà ce que j'ai pu dire de l'homme, même si après, peut-être qu'avec vos questions, on pourra rentrer un peu dans son combat. Très bien. On parle de Modibo Keïta. Il s'agit du fils de Daba Keïta et de Hatma Kamara, qui est né le 4 juin 1915 à Bamako, capitale du Mali, sur le bord du fleuve Niger, vous l'avez dit. Et juste pour vous compléter, Modibo, pour dire qu'il a toujours le don de soi et l'esprit du partage du sacrifice. Lorsqu'on a mis en place les fonds bâtiments de l'USRDA, Modibo n'était pas présent. Il était à Sikasso en tant qu'enseignant. Les autres lui ont fait appel. Il a demandé une permission et les blancs colonisateurs ont refusé de lui donner la permission, une disponibilité. Il dit, il n'y a pas de problème, je préfère partir sans salaire pour répondre à l'appel de mes autres collègues parce que j'appartiens aux autres. Et Modibo a pris sa disponibilité sans salaire pour venir à Bamako prendre les rênes de son parti. C'est un don de soi. Et encore contre les colonisateurs, ce même Modibo a écrit une lettre qu'il a envoyée directement au gouverneur en sautant les commandants de cercle et les commandants. Ce qui lui a valu, on dit, un crime de lèse-majesté, parce qu'il a décliné dans cette lettre les traitements inhumains qu'on mettait pour les indigènes. Et ça l'a valu la prison jusqu'en France. Oui. Oui. Je voulais peut-être vous compléter. Effectivement, tout ce que vous dites, c'est des actes qu'il a posés. En réalité, effectivement, en termes de disponibilité, oui, dont vous avez parlé, oui, il a pris une disponibilité pendant 4 ans, sans salaire, pour s'occuper de la vie du parti. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, en 1945, au Congrès constitutif du RDA,
l'administration coloniale a refusé que de Sikasso il puisse venir à Bamako pour assister au congrès. Et la prison dont vous avez parlé, poursuivie par l'administration coloniale qu'il a été, effectivement, c'est quand, après le congrès constitutif du RDA à Bamako, bien que n'ayant pas participé, le mouvement qu'il avait créé à Sikasso était d'une envergure, d'une ascendance telle que c'est effectivement ce mouvement qui a apporté le plus gros lot de contributions à la partie de l'Union, à la partie soudanaise, au congrès constitutif de l'Union soudanaise RDA. Et pour le remercier, malgré son absence au congrès, pour le remercier d'avoir contribué de façon si efficace à travers son mouvement au congrès constitutif du RDA à Bamako, Mamadou Konaté s'est déplacé en 1947 pour aller le féliciter à Sikasso. Donc après le retour de Mamadou Konaté à Bamako, l'administration coloniale s'en est vivement pris à Modibo, parce qu'il y a eu une mobilisation telle pour la réception de Mamadou Konaté à Sikasso, que l'administration coloniale a pris peur. Et après le retour de Mamadou Konaté, ils ont commencé à la répression contre tous ceux qui étaient autour de Modibo, y compris Modibo lui-même, et ils ont intenté un procès contre lui pour dire voilà ce qu'il a fait. Parce que quand il y a eu la répression, il a écrit à Oufouad Boigny, qui était le président du comité de coordination de l'Union soudanaise RDA, pour dire voilà ce que l'administration coloniale est en train de faire contre les populations à Sikasso. Il a écrit au gouverneur fédéral à Dakar. Alors maintenant, l'administration coloniale à Sikasso a estimé que et c'est pourquoi on a intenté un procès contre lui. Absolument. Voilà, et pour te compléter, et pour le punir encore, on l'a mité de Sikasso à Cabra, très loin, croyant qu'on va baisser son influence. C'est mal le connaître. Monsieur Gaussou Diarra, pouvez-vous ajouter quelque chose sur cette présentation sommaire de Modibo Keïta? Bon, moi j'ajoute que Modibo a fait don de sa vie et il a consacré toute sa vie au bonheur du peuple malien. Comme à vous entendre, j'en sais beaucoup. Bon, mon père était un proche collaborateur du président Modibo. Il est quelquefois venu à la maison, je l'ai connu physiquement. Et ce que je peux ajouter sur la personnalité de ce grand homme, c'est que je retiens en matière de politique étrangère un homme qui a nettement influencé, nettement marqué la vie diplomatique. C'est-à-dire que c'était un président, un chef d'État visionnaire, respecté, écouté sur la scène internationale. Et ça est l'une des grandes voix africaines les plus sollicitées, écoutées. Et je retiens en octobre 63, et ça c'est pratiquement un culte, et un moment de culte pour le Mali, où le président Modibo a réconcilié le président Ahmed Ben Bella et le roi du Maroc Hassan II. Merci, le roi du Maroc Hassan II, en présence de l'empereur Haïlé Sélassié. Absolument. Et il a mis fin à la guerre des sables. Et déjà en 63, et je pense que il fallait tirer le chapeau au président Modibo, un pays comme le Mali. Et déjà en 63, à 3 ans de l'indépendance du Mali, nous avions à Modibo ce qu'on ne peut pas imaginer. Et moi, j'ai souvent pensé à la phrase prononcée par le président Mitterrand lors des obsèques du général de Gaulle, où il disait que personne ne peut aimer la France autant qu'il a aimé. Et moi, pour paraphraser, je retiendrai exactement la même chose, de façon assez nuancée, que personne parmi les hommes politiques ne peut aimer le Mali autant qu'il a aimé. Voilà ce que je peux dire. Bien. Alors, on retient de Modibo qu'il fut un brillant enseignant, même si ceux qui l'ont renversé ont voulu le dénigrer en disant que l'instituteur à la retraite s'est en allé. Il ne fut pas un instituteur, mais il fut un excellent enseignant. La preuve, c'est que sa réforme de 1962 reste encore dans les annales de l'école du Mali et de l'Afrique. Alors, Dodo Tekete, l'homme qui a déclaré l'indépendance du Mali le jeudi 22 septembre 1960, Modibo Keïta, 8 ans de pouvoir, que peut-on retenir maintenant? 8 ans de pouvoir de l'homme Modibo. 8 ans de pouvoir de Modibo, difficile à le cerner en si peu de temps, même à travers, comme je l'ai tantôt dit, dans un seul livre. Oui.
Évidemment, avant d'arriver à l'indépendance, Modibo a eu, a eu un parcours dont nous avons évoqué quelques aspects tout de suite. Modibo avait horreur de l'injustice, du mensonge. Il a posé des actes, il a fait des affirmations qui confirment ce que je dis. Et pas seulement moi, même des gens qui l'ont combattu jusqu'à sa mort ont reconnu le degré d'intégrité, le fait enfin, ont reconnu son degré d'intégrité, son combat contre l'injustice, contre le mensonge. Alors, cerner ce que Modibo a fait en 8 ans, c'est pas aisé. Mais si nous partons, nous posons les choses en termes temporels et spatial, je dirais d'abord qu'au niveau national, son combat a été de faire en sorte que nous arrivions à nous faire confiance nous-mêmes. Parce qu'après tant d'années de colonisation, tout ce qui a été fait par la colonisation a fortement contribué à transformer de façon négative les mentalités des peuples colonisés. À faire en sorte que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes, que nous croyons que notre salut ne vient que de la colonisation. Malheureusement, même y compris certains de ses compagnons de lutte ont fait montre de caractère, de comportement aussi négatif. Alors, qu'a-t-il compris dès le départ? Modibo a compris que quelles que soient les potentialités dont nous disposons, en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles, aussi longtemps que nous n'arrivons pas à décoloniser les mentalités, à faire en sorte que nous comprenions que notre salut ne peut venir que de nous, nous aurons tout faux. Et voilà pourquoi, dès l'entame de son pouvoir, il a travaillé dans le sens de la création d'un homme de tout nouveau, d'un homme capable d'intervenir, de se faire confiance, de se prendre en charge, de prendre en charge son destin et de comprendre que nulle part ailleurs, si ce n'est chez lui, qu'il peut trouver son salut. Naturellement, l'appui de l'extérieur peut être un appoint. Mais qu'a-t-il fait dans ce sens? C'est dans ce sens qu'il a compris que déjà en 1962, il fallait reformer l'éducation, tant sur le plan de l'accès que sur le plan de la qualité. En termes d'accès, qu'a-t-il fait au niveau de l'éducation? Il a fait, lorsque d'abord on accédait à l'indépendance, nous n'avions qu'un taux de scolarisation de 7% en 1960. Mais comme je l'ai dit, tout ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés, on ne peut le comprendre qu'en le situant dans un cadre spatial et temporel. Temporel, ils ont conçu un plan quinquennal, donc 5 ans. Et pendant ces 5 ans, la réforme de l'enseignement s'inscrit dans ce cadre-là. En termes d'accès, je l'ai dit, il a fait en sorte que nous-mêmes, nous construisions des salles de classe pour permettre à un maximum d'enfants d'accéder à l'école, à l'instruction et à l'éducation. Alors c'est ainsi que lorsque déjà on arrivait à la fin du premier plan quinquennal, le plan quinquennal qui a commencé le 18 octobre 1961 et c'est fini en 1966, il était arrivé à faire passer le taux de scolarisation de 7% en 1960 à 23% en 1966. À partir essentiellement de l'effort national. Pour preuve, pendant ces 6 années, il y a eu une année où c'était vraiment l'enthousiasme, où les choses s'accéléraient. En une seule année, 300 salles de classe ont été construites sous le régime de Modibo, exclusivement avec l'effort national. Pas un franc de l'extérieur. Donc, ça a permis de rapprocher les écoles des centres de recrutement. Par exemple, on prend un village, dans un rayon de 4 km, on crée une école pour permettre aux enfants qui se trouvent dans ce rayon de 4 km, qui sont en âge scolarisable, d'accéder à l'école. Et pour permettre d'avoir le maximum d'enseignants, il a créé au niveau de chaque région, les 6 régions, ce qu'on appelle le centre pédagogique et régional, les CPR, où on formait les enseignants du premier cycle qui devaient enseigner dans ces écoles. Ensuite, quand on finit le cycle fondamental, les 9 ans, il fallait accéder à l'enseignement secondaire. Tous les lycées dont on parle aujourd'hui de façon élogieuse ont été construits sous Modibo. Je pense par exemple au lycée Askia Mohamed, je pense au lycée de jeunes filles, je pense au lycée technique, je pense au cours Bouyagui, je pense au lycée de Banankoro, je pense au lycée de Sévaré, je pense au lycée de Markala. Donc, et tout ça, ça a été construit. Ensuite, lorsque on arrivait après le cycle, l'enseignement secondaire, il y a l'enseignement supérieur, il fallait former des cadres. Parce que lorsque le Mali accédait à l'indépendance, on n'avait que 15 cadres. 15 cadres.
Donc il fallait former des cadres supérieurs dans tous les niveaux, dans l'administration, dans l'agriculture, dans l'économie, un peu partout, un peu de tout, à tous les niveaux. Et c'est ainsi que toutes ces grandes écoles supérieures, au moment où on accédait à l'indépendance, n'existaient pas. Il n'y avait pas d'enseignement supérieur. L'ENI, l'École nationale des ingénieurs, l'École nationale d'administration, l'IPR de Katibougou, l'IPR de Katibougou, l'école de médecine. La première pierre a été posée en mars 68. L'école normale supérieure. Tout ça, c'est des créations sous Modibo. Les écoles secondaires. Les écoles secondaires également. Le lycée de Badalabougou. Tout ça, c'est l'école secondaire de la santé. Tout ça, ça a été fait sous le régime de Modibo. Donc, c'est pour permettre à un maximum de Maliens d'accéder à la connaissance, leur permettant de se prendre en charge. Il disait l'enseignement de masse et de qualité. Et un enseignement qui décolonise les esprits. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, et mieux, puisque nous n'avions pas, avec le flot d'enfants qui étaient formés depuis le fondamental jusqu'au supérieur, ou au secondaire, on n'avait pas suffisamment d'infrastructures pour résorber ce flot. Mais pourtant, le besoin était là de former un maximum de cadres dans tous les domaines de la vie. Alors c'est comme ça que pratiquement chaque année, au moins 300 bacheliers étaient envoyés à l'extérieur pour la formation, et dans tous les domaines. Et c'est ce qui, d'ailleurs, je me permets de faire la petite digression, c'est ce qui m'a permis, moi, d'aller faire ma formation de journaliste en Union soviétique. Donc, vous voyez... Et l'école était gratuite et obligatoire. Gratuite, obligatoire, et du jardin d'enfants jusqu'à l'école supérieure, les fournitures étaient données par l'État. Aucun parent ne payait même un bic pour un enfant. Absolument. Donc, ce qui a permis d'avoir effectivement un maximum en peu de temps, maximum de cadres formés et de qualité. Et de qualité. Par rapport, évidemment, naturellement, bon, je préfère ne pas trop avancer dans les choses. Très bien. Alors, je peux ajouter qu'en 8 ans, déjà même pas 8 ans, 3 mois après l'indépendance, Modibo, le 29 octobre 1960, a créé déjà 3 structures le même jour. Il a créé l'OPAM, la SOMEX et la Librairie populaire du Mali. Et Modibo a créé 2 ans après les indépendances sa première compagnie qu'on appelle Air Mali. Et il était le premier et le seul président africain des pays indépendants en 63, le 25 mai à Addis Abeba, a atterri dans sa propre compagnie, dans son propre avion. Alors, pour dire que Modibo, il fut un homme de valeur. Et une petite digression, lorsque vous avez parlé de Modibo lorsqu'il était encore à William-Ponty, qui était la grande école de référence de l'Afrique occidentale française sous la colonisation, il était rentré, il est rentré major, parce qu'il est sorti premier de du Soudan. Mais il est sorti major de l'Afrique de l'Ouest entière. Absolument. Et en sortant, le directeur de l'école William-Ponty a écrit élève brillant, très intelligent, trop national et anti-français à surveiller de près. Voilà ce qu'on a écrit en bas de son dossier en sortant. Il dit élève très brillant, très intelligent, nationaliste convaincu, mais anti-français à surveiller de près. Déjà, à sa sortie d'école, le blanc savait que celui-là, il était prédestiné à quelque chose. Ça, c'est ceux qui l'ont enseigné, hein. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les annales du directeur. En 1936, le 14 septembre 36, le directeur de l'école William-Ponty qui a écrit ces 3 lettres sous les papiers de Modibo Keïta. Donc, on revient à Modibo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, monsieur Diarra, sur les 8 ans de Modibo en termes de réalisation, en termes de formation et en termes de conception du Mali indépendant? Bon, qu'est-ce que je peux ajouter? Je dirais que je vais compléter Tekete qui a fait une grande recherche. D'abord, les 8 ans, moi je retiens, et à l'aube de l'indépendance, un pays qui sort de la colonisation, qui réfléchit et qui pense créer sa monnaie. En créant le franc malien, la monnaie malienne. Le 1er juillet 1962. Merci. Et ça relève d'un patriotisme inégalé. Il en est, ça c'est un courage, quand Modibo dans un de ses discours disait pouvoir politique et pouvoir monétaire égale souveraineté nationale. Et je retiens ça du président Modibo, et notre économie était essentiellement une économie de traite qu'il a fondamentalement transformée dans tous les domaines, agriculture, commerce, industrie. En moins de combien d'années, Tekete l'a brillamment dit, on avait 30 à 40 sociétés, entreprises d'État. Il y avait la Socoram, on avait nos radios qui étaient faites ici, et les conserveries de tomates de Baguida. C'était la première usine créée par Modibo. Le 23 mai 1960 à Baguinada, où on faisait les conserves du Mali. Vous êtes un fin connaisseur de Modibo. Donc maintenant, vous me complétez dans tous ces domaines. Oui. Les huileries, et en matière de transport,
Il a créé la compagnie malienne de navigation qui permettait de désenclaver par le fleuve Niger. Il dit que c'était la voie naturelle du Mali. On parlait de Koulikoro à Labzanga, en passant par Ségou, Mopti, Koulikoro et Tombouctou. Et le fleuve était navigable. Navigable 3 mois. 3 mois. Selon les périodes, 6 mois même. 6 mois, merci. Voilà. Et ensuite, moi je pense que le président Modibo, et je suis fier du bilan de l'Union soigneuse RDA, comme on le dirait d'Artaban, sous Modibo, un marqueur aussi, un grand marqueur, on a eu la SOMIEX, la Société malienne d'import-export. Oui. Et Modibo disait dans un de ses discours que c'était pour mettre fin au monopole et des grandes sociétés commerciales à l'époque, CFAO et Niger français, et la SOMIEX a été tellement une réussite que les denrées de première nécessité étaient vendues au même prix à Gao, à Tombouctou, Kakidal et à Bamako. Moi, je pense que on ne peut pas mieux faire, et la SOMIEX avait pratiquement atteint son objectif en jugulant grandement le monopole du commerce ou le bénéfice que réalisait le commerce privé. Sur cet aspect, je pense qu'il y a Air Mali que vous avez dit, on avait le meilleur pilote. Et il est parti, il a déjà en 1962, il a envoyé la première vague de Maliens pour aller se former, pour enlever les blancs qui sont des pilotes, parce qu'il était nationaliste et patriote. Et sur le plan de la culture, il a envoyé la première formation des Maliens à Cuba pour aller apprendre la culture, parce que Modibo était profondément culturel. Il aimait l'art et la musique. Et c'est lui, grâce à lui, qu'on a créé l'ensemble instrumental du Mali, les ballets maliens, le badement et le théâtre national. Et d'ailleurs, l'ensemble était l'orchestre phare des grandes cérémonies officielles au palais de Koulba. Tout à fait. Il y a l'ensemble instrumental et tout ce qu'on peut penser. Oui. Et pour ajouter qu'un président africain à l'époque, et je vais le citer, Jean Bébel Bokassa disait que pour qu'il y ait des pilotes centrafricains, il faut attendre un siècle. Et le Mali était, et ça c'était une réplique cinglante contre les colonisateurs et autres, pour montrer qu'on avait Air Mali, et Air Mali, tout le monde, Air Mali a existé, si c'était pas la mauvaise gestion après qu'on a vu. Et Air Mali aurait pu être encore une compagnie panafricaine. Une compagnie panafricaine et un joyau malien. En 1963 déjà, l'Air Mali avait 14 avions propres à elle-même. C'est de Modibo. Alors, on revient à Tekete. Oui, je sais, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les réalisations de Modibo en 8 ans? Je sais qu'on ne peut pas tout dire, mais on peut dire l'essentiel. Oui. Bon, effectivement, je n'ai abordé dans la première partie de mon intervention sur les réalisations de 8 ans que l'aspect, très sommairement, l'aspect de formation et éducation. Même si à ce niveau aussi, il fallait ajouter qu'il y avait aussi des centres d'éducation populaire qui avaient été créés un peu partout. Pour cultiver chez le mouvement pionnier. C'était un centre de... Là, c'était la base même. Effectivement. Donc, il y avait tout ça. Il y avait les services civiques. Il y avait la milice populaire. Il y avait la milice secrète. Tous. Malheureusement, quand on parle de milice, les gens ne voient que le côté là, c'est la tache noire. C'est vrai qu'il y a eu des excès dans ce sens-là. Mais quand on voit les textes de création de la milice, textes adoptés au congrès de la jeunesse de l'Union soigneuse RDA en 1959, entériné par le congrès de l'Union soigneuse RDA en 1962, qui a fait passer cela à l'Assemblée nationale pour que ça soit une loi qui autorise les activités de la milice. Mais quand on lit ce texte, vraiment, pour vous dire la vérité, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, il y a eu quelques... Mais ce qu'on oublie de dire, c'est les bienfaits de la milice. Lorsque la milice existait, lorsque la brigade de vigilance existait, il n'y avait pas les dérapages aujourd'hui que l'on constate rien qu'en sortant dans la circulation. Absolument. Les personnes ne pouvaient se permettre de déverser 1 gramme d'ordure dans la rue sans se faire interpeller par la milice ou la brigade de vigilance. D'abord, qui essaie d'intervenir par biais d'éducation pour que tu évites des choses comme ça. Mais quand ça se perpétue, maintenant, c'est la répression qui se faisait. Donc, tout ça, c'est des institutions qui avaient été mises en place pour l'encadrement de la jeunesse. Et c'est ce qui explique que jusqu'au coup d'État de 1968, il y a certains comportements déviants que l'on ne pouvait pas observer au Mali. De Kidal à Kaï, on ne pouvait pas. Absolument. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde le comportement de la jeunesse, bon, c'est ce qui est bon. Bref. Maintenant, en plus, ce que je voulais dire, on a parlé de l'aspect un peu éducation-formation, mais les infrastructures. Les infrastructures. Modibo très tôt a compris que aussi longtemps que nous ne créerons pas des infrastructures qui permettent aux Maliens de se mouvoir, de se connaître entre eux, on pourra difficilement aller vers la réalisation des objectifs que le parti et le gouvernement s'étaient assignés. C'est pourquoi
dans le cadre du premier plan quinquennal, il n'y a eu qu'un seul d'ailleurs, parti d'octobre 61 à 1966, on a fait, sous le régime de Modibo, fait passer le kilométrage de route bitumée. À l'indépendance, on n'avait que 370 km de route bitumée, goudronnée. Mais à la fin du premier plan quinquennal, on était arrivé à 1600 km de route bitumée. Toute la voie qui va de Bamako à la frontière du Mali avec la Côte d'Ivoire, ça a été fait sous le régime de Modibo. La voie de Bamako à Mopti, ça a été fait sous Modibo. La voie de Sikasso à Koutchala jusqu'à Kouri, la frontière avec l'actuel Burkina Faso, c'est fait sous Modibo. Donc tout ça, ça montre déjà la vision que l'homme avait du devenir de son pays. Mieux, vous l'avez dit tantôt d'ailleurs, la Comanave. Et la mise en place aussi pour permettre le désenclavement par le biais du fleuve. Oui. Le transport des marchandises et des personnes. Voilà. Et aussi Air Mali. Air Mali est ça qui est sa Le jour du coup d'État, le 19 novembre 1968, Air Mali avait 18 avions. Oui. 18 avions qui étaient tous pilotés par des pilotes maliens. Et le personnel à bord était malien. Donc c'est pour dire que l'homme avait une vision qui lui permettait d'agir dans le sens de coller aux préoccupations fondamentales du peuple. Ça a été toujours son souci. Oui. Bon. Air Mali, vous l'avez dit. Oui. Bon, pour le transport routier. Ouais. Au moment où on avait des problèmes avec le Sénégal. Oui. Donc la voie Bamako jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire a été faite. Oui. Mais pour le transport des produits de première nécessité dont nous avions besoin, que nous ne pouvions pas produire à l'époque, il a pu commander auprès de l'Allemagne fédérale 300 camions coupes de 10 à 13 tonnes qui cheminaient, qui allaient prendre et qui amenaient nos produits au port d'Abidjan. Et c'est en ce moment d'ailleurs que pour la maintenance, il a pu bénéficier d'un prêt de 3 milliards de francs maliens. Et c'est ce qui a permis la création, l'étouffement et le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le garage administratif. C'était pour la maintenance. Tout ça, ça a été fait sous Modibo. Ensuite, à l'intérieur de la ville de Bamako, il y avait les tubes, les transports urbains Bamako. Oui. Qui permettaient aux gens des différents quartiers de se mouvoir à des prix modiques. Mais contrairement à ce que les gens disent, que Modibo, au nom de son socialisme, a étouffé les initiatives privées, c'est faux. Prenons le domaine des transports. Il y avait les Dourdourni. Oui. Ce n'était pas pour l'État. Oui. Les Dourdourni existaient à côté du transport urbain Bamako. Oui. Et quand le Mali accédait à l'indépendance, il n'y avait pas un Malien commerçant import-export à l'époque coloniale. Mais les premiers commerçants import-export sont venus sous le régime de Modibo. Notamment, je peux citer un nom, Sada Diallo. Sada Diallo. Donc, c'est quand les gens... de Solo Traoré. Voilà. Moraba Kwassoum. Voilà. C'était tous des commerçants import-export. Que le régime de Modibo a façonné, aidé à ceux qui travaillent dans ce sens. Parce que il avait conscience du fait que l'État seul ne pouvait pas prendre en charge la satisfaction des besoins des masses populaires. Il fallait, à côté de l'État, avoir, mais progressivement, travailler à ce que ça soit pris en charge par l'État. Donc, tout ça, c'est des situations qu'il a réfléchi avec son régime et qu'il a appliqué. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si on peut... Il a créé aussi la Sonetra, il a créé la SEMA. Il l'a dit, Jara l'a dit. Oui, la Sonetra et la SEMA. Il a nationalisé l'énergie du Mali, qu'il a redynamisé. Bon. Il a créé la centrale de Sotiba. L'EDM, voilà. Bon. Il a nationalisé le chemin de fer du Mali. Voilà. Voilà, qu'il a restructuré en payant des locomotives. Voilà. Pour le transport entre Bamako et Kaï. Donc, et il a réalisé aussi, réhabilité les aérodromes de Nyefenke, de Gundam, de Bougouni et de Sikasso. Oui. Voilà. Donc, il a compris que pour que... J'en termine, hein, si vous permettez. Allez-y. Bon. Il a compris aussi que, comme on l'a dit en Bambara, ni Djamanadeu Kunafuni, Iba Ninuka Bara Minke ou Tenasekake. Ouais. Faut Kunafuni de Kadjensen. Ouais. Il faut informer le maximum possible les populations pour les sensibiliser afin qu'ils s'engagent pour leur cause. Ouais. Les populations, pour leur cause elles-mêmes. Alors, c'est dans ce cadre que dans le domaine culturel, il a fait en sorte que, avec la semaine de la jeunesse, chaque année, dans la première quinzaine du mois de juillet, les délégations régionales des 6 régions se retrouvent à Bamako pour compétir dans tous les domaines du sport. Précisons cela aussi que toutes les fédérations de sport qui existent actuellement là ont été faites sous le régime de Modibo. Oui. Football, basketball, volley, natation, athlétisme, c'est des fédérations qui ont été créées sous Modibo. Et il a fait en sorte qu'on crée un stade omnisport, même si c'est de façon modique dans un premier temps, dans toutes les capitales régionales. Et ensuite, il a fait en sorte que Radio Mali contribue beaucoup
a créé les conditions d'une conscience et d'une culture nationale. Et c'est pourquoi, quand on accédait à l'indépendance, la radio que la colonisation nous a léguée, la radio Soudan, n'avait que une puissance de 10 kW. Et ça n'émettait que au moins 12 heures par jour. 10 kW. En août 1961, Modibo a lancé une souscription nationale. Parce que tout ce qu'il faisait, il s'appuyait d'abord et surtout sur les populations. Sur l'effort des populations. Voilà. Et donc, il a lancé une souscription nationale en faveur des émetteurs de Radio Mali. Et c'est dans le cadre de cette souscription nationale qu'il a pu faire passer, en 61, la puissance de Radio Mali de 10 kW à 100 kW. Et en 67, dans le cadre de la coopération avec la Chine, c'est passé de 100 kW à 350 kW avec la création des centres émetteurs de Kati. Ouais. Et mieux, pour coordonner, harmoniser l'information, parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde parle chacun de son côté de n'importe quoi. Pour harmoniser l'information, le 11 mai 1961, il a créé, enfin son régime je veux dire, a créé l'Union nationale des journalistes du Mali. Le 11 mai 1961. Et le 3 août plutôt 1961, il a créé l'ANIM, l'Agence nationale d'information, qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle l'AMAP. Ouais. Donc tout ça c'est pour dire, et pour terminer, Radio Mali, c'est avec la même souscription nationale d'août 61 que l'actuel emplacement de l'ORTM a été identifié, et c'est là-bas que les premiers locaux et équipements de Radio Mali ont été installés, et l'inauguration a été faite le 22 septembre 1962. Voilà. Donc tout ça c'est pour dire la vision que l'homme avait pour son pays. Il a compris que il nous fallait un système qui nous permette de galvaniser, de fédérer les énergies autour d'un idéal qui est celui du bien-être des populations elles-mêmes. Et pour vous dire qu'il a été trop social et trop moral, ils ont créé une commission de censure pour les cinémas extérieurs qui arrivent au Mali. Absolument. La commission de censure était basée au ministère de l'Éducation. On visionnait et toutes les parties qui ne partaient pas avec notre culture et nos mœurs sont chiffonnées. Et ça n'existe plus maintenant. Les images, comme vous l'avez dit, on n'a plus de repères. Et pour te dire aussi que Modibo était soucieux de la culture et de l'agriculture. Et en période hivernale, tous les braves valides qui se promenaient à Bamako sont récupérés et envoyés dans leur village, sans frais, pour aller cultiver et revenir. Donc ça, c'est du Modibo. Maintenant, alors, on va juste parler maintenant, pourquoi la chute de Modibo? Non, moi, oui, d'accord, Diarra. Oui, moi, je voulais très rapidement dire que vous avez parlé, on a parlé de la milice. Oui. La milice populaire, une tache noire et autres. Oui. Et un point noir. Oui. Je pense que... Et j'ai fait des recherches, de longues recherches sur cet aspect. J'ai vu, j'étais adolescent. Et je pense que la milice a rendu des services inestimables. Et je pense qu'à chaque fois que la milice a sévi, la milice a été lourdement sanctionnée. Les Maliens ne savent pas, un milicien, pour avoir giflé un magistrat de haut rang, a écopé, a été condamné à 10 ans de prison. Et ça veut dire que c'était un pays légal. Ce n'était pas ce qu'on pensait, ce n'était pas ce qu'on disait, la dictature ou un certain communisme ou socialisme. Mais ces services, mais qui étaient les formateurs ou les instructeurs de miliciens? Moi, j'ai fait des recherches, les instructeurs de miliciens. Ce sont les auteurs du coup d'État. Ce sont les auteurs du coup d'État, des officiers, et qui ont servi comme officiers instructeurs. Et c'est formalisé, je me permets de le lire parce que c'est dans les textes. Il y avait le capitaine Bouakar et Sada Diallo, il y avait Sori Keita, et le capitaine Adolphe était connu à l'époque. Il faut que la postérité le sache aujourd'hui. Comme lieutenant, comme instructeur, il y avait le lieutenant Moussa Traoré, le lieutenant Youssouf Traoré et le lieutenant Moussa Kone. Les trois vivent. Les trois vivent. L'histoire. L'histoire, Dieu grandement dans sa grandeur, avec c'est les trois. Il reste encore les témoins de l'histoire. Il reste les témoins de l'histoire. Ils peuvent nous dire ce qui s'est passé. Moussa et Youssouf sont dans du colonie et Moussa Kone est dans son village. Merci. Et les tombeurs de Modibo ont accusé ou ont taxé Modibo de tous les noms d'oiseaux. Oui. Et bon, c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est au plan physique. Oui. La milice est intervenue dans les champs pour les récoltes de les champs collectifs, le coton, la chasse même aux oiseaux granivores, les prédateurs. Oui. Il y avait l'opération surveillance du territoire. Oui. Les frontières, le Mali, c'est plus d'1 240 000 km². 1 240 192 pour être précis. Merci. Et a nécessité une participation patriotique de la milice, hormis les exactions.
et autres associés à la douane, et à l'époque, le ministre des Finances a enregistré des recettes appréciables. Ouais. Et je pense qu'il a donné 50 millions comme participation, et la milice a retourné que la milice était là pour le compte, parce que les miliciens, c'était des gens volontaires, c'était des patriotes. Et pour dire qu'à l'époque, on m'a dit qu'on avait sollicité la participation des cadres, à l'époque, qui étaient là, pour devenir des miliciens. Ils ont pensé, ils ont snobé, ils ont pensé que c'était des postes pour les gens subalternes ou ceux qui n'ont pas été loin à l'école. C'est ce qui a certainement provoqué certaines exactions par-ci, par-ça et là. Bien. Et la fraude économique, les miliciens ont saisi, et très rapidement, et il y avait pas de, il y avait pas beaucoup, ils ont détruit tous les abattoirs clandestins. On savait qu'il y avait des fours anarchiques à Bamako. Oui. Et tout le monde était au courant. Oui. Les maisons closes, Oui. et ont été supprimées, c'était dans tous les quartiers. Oui. Comme l'a dit Tekete, c'était assainir les mœurs. Oui. Et ça, c'était extrêmement important. Et on nous amenait la culture yéyé, la culture occidentale. Et on a essayé de mettre un frein à ça. On dit non, c'est le régime socialiste. Non, le régime, c'est un régime d'exaction. C'est un régime... Bref, moi, je voulais simplement dire que dans le cadre certainement de la milice, c'est à approfondir et à prendre avec beaucoup de pincettes, quoi. Merci. D'accord, on va ajouter, prendre une pause pour les pubs. Je vais dire, tout ce que vous avez dit est vrai. Mais après le coup d'État sur Comment Nkrumah, avec la création du CDR, avec la milice, il y a eu vraiment quelques débordements avec l'opération Villa. L'opération Villa, tu te souviens, l'opération Voiture, et avec à sa tête Kanzoro Sogoba qui était le chef de la milice. Il y a eu quelquefois des excès qui ont fait que les gens ont parlé de la dérive de la milice. Et ça fait partie d'ailleurs des postes sur lesquels sont appuyés les militaires pour pouvoir faire le coup d'État et dénigrer le régime de Modibo. Voilà. Un prétexte. Évidemment, ça fait partie des prétextes. Parce que les militaires ont dit que les milices étaient mieux habillés que eux-mêmes les militaires. Voilà. Mais là, j'ai encore des informations. Oui. Quand la Chine avait équipé la milice en armement, en tenue et autres, et je crois qu'ils ont remis, comme il y avait de la place à Kati, ils ont remis tous ces équipements dans une salle ou dans un magasin, où, dans ce que je sais, le lieutenant Moussa Traoré était le gardien du temple. Et le jour du coup d'État, pour pouvoir justifier leur intervention, ils ont dit que la milice, tous ces équipements étaient destinés pour que la milice vienne remplacer l'armée. Il y a eu tout ça. J'ai tous ces documents. C'est pour dire rapidement que c'est très profond. On peut en discuter. Et je suis prêt à affronter qui que ce soit dans cet aspect. J'ai beaucoup de documents et beaucoup d'archives dessus. Très bien. Merci. Maintenant, on a parlé de Modibo, on a parlé des acquis, on a parlé de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots des 8 ans de Modibo avant de rentrer dans le coup d'État? Celui qui veut la parole. Bon. Bien. Très bien. Bon, donc, moi, je pars toujours dans mes recherches de témoignages qui permettent de mieux comprendre, de mieux cerner ce qui s'est passé pendant le régime de Modibo, vu également par l'extérieur. Très bien. Pas seulement l'intérieur. Voilà. Alors, moi, je suis parti dans le cadre de mes recherches pour produire le livre dont vous avez tantôt parlé. Un très beau livre que d'ailleurs les auteurs doivent charger. Bien écrit, très facile à lire, très illustré par des images et des écrits, des témoignages. Ça, je le dis dès maintenant. Voilà. Même la couverture déjà en est elle-même déjà une histoire du Mali. Merci. Avec le légendaire Boubou de Modibo. Merci. Donc, je parle des témoignages. Qui ne viennent pas de moi. Très bien. Et qui en disent quelque chose sur ce que sur la personnalité, ce qu'on doit retenir des 8 ans du régime de Modibo. Très bien. Béchir Ben Yahmed. Je le connais, journaliste à Jeune Afrique. Béchir Ben Yahmed, il a écrit sur Modibo. Très bien. Après le coup d'État. Après le coup d'État. Oui. Très bien.
Voilà, je prends 2 petits extraits. Très bien. De ce que Béchir Ben Ahmed a dit après le coup d'État de 1968. Très bien. Qui a renversé le régime de Modibo Keïta. Premièrement, c'était précisément en 2003. 2003, bien après. Bien après, c'est-à-dire exactement 35 ans après le coup d'État et 26 ans après le décès de Modibo Keïta. Très bien. Voilà ce que Béchir Ben Ahmed a dit dans le numéro précisément 22-23 et 22-33 de Jeune Afrique l'intelligent. Très bien. Il dit: nous demandons que l'Organisation de l'Unité africaine crée un prix de l'Afrique pour la paix et que ce prix soit donné pour la première fois à Modibo Keïta, aussi bien pour son action militante en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence africaine que pour son œuvre à l'intérieur du Mali. Fin de citation. Cela est vrai. Ça, c'est Béchir Ahmed qui l'a dit. Oui. Je pense donc... Une personnalité étrangère au pays. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'était pas... Qui veut même de l'Afrique l'Afrique des pays arabes. Et pourtant, qui n'était pas en odeur de sainteté avec Modibo. Absolument. Jeune Afrique l'intelligent. Oui. Et voilà un autre extrait, cette fois-ci en décembre 68, c'est-à-dire quelques jours seulement après le coup d'État, oui. Qui a renversé le régime de Modibo. Voilà ce même Béchir Ben Ahmed, voilà ce qu'il a écrit. Il dit: pour Modibo, l'indépendance du Mali devrait recevoir une consolidation quotidienne grâce à l'effort de ses concitoyens. Il leur avait appris à être dignes, à ne pas avoir honte de leur pauvreté, mais à redoubler d'efforts. Il se conduisait sans complexe avec les dirigeants des pays de l'Est ou de l'Ouest qui venaient proposer de l'aide à son pays. Avec Modibo à la tête du pays, aucun compromis n'était possible en ce qui concerne la souveraineté nationale. Cela, nous en sommes sûrs. Seul entrait en ligne de compte l'intérêt du Mali et son amertume devant les faiblesses de certains de ses compagnons était immense. Fin de citation. Voilà 2 citations de Béchir Ben Ahmed, de Jeune Afrique l'intelligent, à mon sens, qui en disent long sur l'homme et de ce que l'on peut retenir de ce que fut Modibo pendant les 8 années de son régime. Alors, je m'en tiens à cela peut-être d'abord pour donner la parole à l'autre là, avant d'en ajouter une autre citation d'un de nos pays voisins qui a estimé d'ailleurs qu'ils doivent beaucoup au régime de Modibo pour leur indépendance, je vais dire l'Algérie. Ce que la révolution africaine a écrit, après peut-être je pourrais vous en parler. Ah oui, ça c'est des témoignages parce que Modibo a écrit dans notre constitution que pour l'unité de l'Afrique, le Mali est prêt à céder une partie ou tout de son territoire. Et on l'a hérité même de notre constitution actuelle, c'est de Modibo pour parler de Modibo. Modibo était présent dans toutes les luttes des pays indépendants africains et il a contribué matériellement, financièrement et politiquement. Il a même écrit à la France de l'époque pour demander de cesser la guerre en Algérie et donner l'indépendance à l'Algérie. Et il a créé une base arrière pour l'Algérie. L'actuel président Bouteflika, s'il est vraiment un homme honnête, il reconnaît l'effort de Modibo. Non, il faut qu'on le dise comme ça, parce que Modibo a envoyé même, vous connaissez Mamadou Gologo, et Mamadou Gologo était le docteur choisi par Modibo Keïta pour aller soigner les blessés de la guerre d'Algérie à Kidal et à Gao. Et Madara Keïta était l'envoyé spécial entre Modibo et les Algériens. Et les armes des Algériens passaient par le port de Guinée, passaient à Kidal pour aller combattre la France. Modibo a fait ça. Pour vous compléter, moi je parlais de Mandela quand il était venu en visite officielle où il a dit que le président Modibo leur a dit qu'il est prêt à les aider. Il n'a pas d'argent. Il leur a donné de l'argent. Il dit que même si on a des cailloux et des haches, ils sont prêts à consolider et à apporter leur soutien au mouvement de libération. C'est Mandela qui nous a dit ça ici. Et Modibo a donné un passeport malien à Mandela pour le permettre de voyager. Merci. Et Mandela est venu sur un phone à Bamako avec un passeport malien. Il a été logé pendant 2 jours à l'hôtel qu'on appelle Bar Mali, qui était une propriété de l'ISRD à l'époque. Merci. Bien. Bon, moi, je dirais que ce que je retiens après Tekete, oui, et je vais retenir l'article du doyen Excellent Saouti, qui a écrit le 19 novembre, l'article où il dit un coup d'État pour conduire le Mali à l'arriération et au chaos. Et moi, j'ajoute qu'à l'époque, et je me rappelle, et on était là, on était certainement au collège, dans les écoles fondamentales, où, quand le capitaine Yoro a été à Paris, Jeune Afrique a titré un coup d'État pour aller voir Myriam Makeba. Ça, il faut que les Maliens le sachent. Très bien. Oui. Bon, ensuite, oui,
Et très rapidement, je pense que avec le 19 novembre 68, le Mali a rétrogradé considérablement. La République a été amoindrie, abaissée, abîmée, comme je l'ai titré. Et pour dire que j'étais à une soutenance de thèse de doctorat à l'université Dauphine en France, une université où on parle beaucoup de gestion, on enseigne la gestion. Pour dire que à cette université, à la soutenance, je m'y attendais pas. Il y a un professeur du jury qui a pris un exemple quand on parlait de pays émergents. Il dit malheureusement, si l'expérience malienne n'avait pas été stoppée en 68, le Mali allait devenir la Chine de l'Afrique occidentale, sinon de l'Afrique. Je m'en arrête là. Très bien. Ça, c'est l'exemple précis qui parle de l'émergence du régime et surtout ce qu'on peut retenir. Le président de Gaulle, on lui a demandé quel est le président africain qui vous impressionnait. Il dit le président qui m'impressionne d'abord par sa taille et sa présence, c'est ton intelligence. C'est le président Modibo Keïta du Mali. Et il dit c'est le seul président d'ailleurs, pour vous dire, je n'ai pas besoin de me baisser pour le saluer. Ça, c'est de Gaulle à l'époque. Voilà. Alors donc là on a dit, mais Modibo aussi est c'est une grande figure de simplicité et de modestie. Pour vous dire que l'héritage de Modibo pour la génération future. Vous savez que Modibo a donné ce qu'on appelle les médailles d'or de l'indépendance. C'est lui qui l'a distribué. Il a créé avec les autres la médaille d'or. Qui peut mériter la médaille d'or n'est pas mieux que Modibo qui fut d'abord le premier président qui a fait les bases de la République du Mali. Tu sais, par modestie, Modibo n'a pas voulu se donner la médaille. Et comme personne n'a pensé à Modibo lorsqu'on délivrait les médailles, Modibo n'a sifflé à personne. Et tiens-toi bien, hein, on parle de 50 ans du coup d'État. C'est aux 50 ans du Mali qu'on s'est rendu compte que Modibo ne faisait pas partie des gens qui avaient la médaille d'or de l'indépendance. Je sais. Imaginez-vous de la modestie. Comme on parle de Modibo dans sa personnalité, comme il est humble. C'est pour vous dire qu'il aurait dit, bon, écoutez, moi je dois mériter la médaille. Mais il l'a jamais dit jusqu'à sa mort. C'est 50 ans après qu'on a rectifié l'erreur historique. Voilà pour vous dire Modibo. Et pour vous dire que Modibo est une personnalité simple, c'est le gars qui, étant président de la République, est accessible à tout et partait tous les matins saluer ses parents avant d'aller au boulot. Quel est le président africain qui le fait aujourd'hui? Ça n'existe pas. Bien. C'est en voie d'extinction de personnages comme Modibo. Voilà. Moi, je voulais rapidement ajouter que dans ce cadre, si on parle de Modibo, c'est parce que Modibo aussi avait des compagnons solides. De valeur. Des compagnons de valeur, des compagnons honnêtes. Oui. Parce qu'il faut l'entourage aussi. Absolument. Et ses compagnons étaient d'une honnêteté au-dessus de toute soupçon. Oui. Et on a vu au coup d'État de 68, à la recherche d'arguments et de prétextes, ils ont créé une commission de vérification des biens des ex-responsables et politiques et administratifs de l'Union soigneuse RDA. Et le capitaine Youssouf, il est encore vivant. Oui. Était là. La commission était chargée de conflits, de CMLN, je ne sais pas. Oui. Il était le président de la commission. Après enquête, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Il y a le rapport. Il peut avoir l'honnêteté de nous le produire aujourd'hui. J'ai vu ça quelque part. Oui. C'était des hommes honnêtes. Des hommes qui étaient plus soucieux de l'avenir de leur pays que de leur destin personnel. Comme on le vit aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et ça, c'est à mettre aussi à l'actif aussi des dirigeants, non seulement de Modibo dont on n'en parle pas, mais des compagnons de Modibo Keïta. Et cette enquête a fait sortir qu'à la chute de Modibo, après 8 ans à la présidence du Mali, dans son compte personnel, il y avait 150 000 et poussières. 150 000 et poussières pour un président de la République qui a géré l'État pendant 8 ans. Et il n'avait pas de maison. Son champ qu'il avait à Moribabougou, il l'a fait don à l'État malien. Voilà. Ça, c'est du Modibo. Tekete a un exemple illustratif. Oui. C'est sa maman qui partait à la Mecque et autres. Moi, je pense que ça... c'est du no comment. Voilà, c'est le pic atteint. Très bien. Merci. Oui, Tekete, Oui, je voulais rapidement ajouter quelques petites précisions, précisions, mais informations. Oui. Effectivement, Modibo a été ce qu'il a été grâce aussi à l'apport de beaucoup de ses compagnons de lutte. Je ne vais pas en citer pour ne pas en oublier. Pour ne pas frustrer certains. Oui. Mais il a été, même au moment les plus difficiles de la gestion du pouvoir pendant le régime de Modibo, il y a des compagnons qui lui sont restés très fidèles et qui ont subi tout ce que le régime a eu à connaître comme difficulté, qui ont accepté de subir tout ça pour rester fidèles à la mémoire de Modibo. Aujourd'hui encore, il y en a
qui se battent dans l'anonymat pour faire en sorte que la lumière soit sur ce que le régime de l'Union soudanaise RDA, qui était dirigé certes par Modibo, mais qui avait aussi en son sein de vrais patriotes Un bon soubassement. qui ont donné leur vie. Ouais. Et je voudrais peut-être, pour clore un peu tout ça, toujours revenir, parce que quand nous parlons comme ça, les gens vont penser que bon, c'est peut-être des passionnés de Modibo, mais s'il y a des témoignages vérifiables par des gens qui lui étaient opposés, comme des gens qui étaient acquis à sa cause, je pense qu'il n'y a pas encore d'argument plus probant que ces témoignages-là, en dehors de nous. Très bien. C'est pourquoi je voudrais apporter deux petits témoignages Oui. sur l'homme. Un, par des gens qui lui étaient Opposé. opposés, par quelqu'un qui lui était Farouchement opposé. comme avec des gens qui ont reconnu la valeur de l'homme pour ce qu'il a fait pour eux, pour leur pays, pour leur peuple. Pour cela, je commence par Ferdinand Wibo. Je ne sais pas si vous l'avez connu. L'ambassadeur. Exactement. Ferdinand Wibo, Ouais. c'était le premier ambassadeur de France au Mali, après l'indépendance du Mali, Oui. en 1960. Voilà ce qu'il a dit de Modibo. Il dit, de haute taille, Modibo Keïta avait cette distinction des seigneurs de la savane, cette façon de mesurer ses gestes et sa parole. Il y avait de la grandeur dans son comportement. Jamais je ne l'ai vu s'attarder sur quoi que ce soit d'insignifiant ou mesquin. Sa vision politique était inspirée d'un idéal profond. Fin de citation. Ça, c'est l'ambassadeur de France au Mali dans les années 60 qui parle de Modibo ainsi. Alors qu'en 60, le Mali et Modibo n'étaient pas sur de bonnes lignes. Bon. Ensuite, pour terminer, Oui. autre citation, témoignage, le journal Révolution africaine, qui est un organe du FLN, le Front de libération nationale de l'Algérie. De l'Algérie. Voilà ce qu'ils ont écrit en décembre 68, donc quelques jours après le coup d'État. Oui. Il dit, en tant qu'amis, donc les Algériens, Oui. en tant qu'amis et voisins, il nous a été donné d'apprécier comme une vérité certaine l'humilité, la probité intellectuelle, morale et le désintéressement de l'équipe dirigeante malienne. Il nous a été donné de constater plus d'une fois la modestie, la simplicité et le mépris du luxe et de l'apparat de l'une des équipes responsables de l'Afrique. Non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui consentiront, transcendant les problèmes du moment, à redonner au Mali son vrai visage, son unité et sa sérénité d'hier. Le Mali, sous Modibo, était un pays dont on jalousait le renom et l'image à l'extérieur. Absolument. Voilà exactement ce que la révolution algérienne a dit. Sous Modibo, on avait une armée, on était craint. Et actuellement, on n'a pas une armée, mais on est ridiculisé. Bon. Moi, je voulais juste ajouter, quand on m'a présenté au président Ben Bella, Ben Bella, ouais, Ahmed Ben Bella de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, un ami personnel de Modibo Keïta. Keïta, au cours d'une cérémonie Oui. au Grand Hôtel. Donc vous êtes un témoin vivant de l'histoire. Ouais. Ouais. On lui a dit, il dit, oh oui, mais je sais, mais il m'a parlé, il a un peu très rapidement résumé la guerre de libération, comme Oui. le Mali était leur base arrière. Absolument. Et il m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée, qu'il est tellement fier du Mali. Oui. Pour lui, Malien égale dignité. Ouais. Grâce à Modibo, que si c'était pas l'Union soudanaise RDA qui leur a prêté main forte dans la guerre de libération, qu'ils ont clôturé avec les accords d'Évian en 62, Oui. le Mali a une part considérable, a joué un rôle majeur dans la réussite aussi de la guerre de libération. Ouais. Et ce jour-là, j'étais fier d'être malien. Ouais. Bon, tout ça, ça appartient au passé. Et je pense aussi qu'il faut, je remercie un président, le président Alpha, pour avoir pris un décret qu'il a institué pour faire le 16 mai une journée d'hommage à la mémoire du président Modibo. Ensuite, il a édifié un mémorial. Je pense que c'est à son actif. On doit à la vérité, et certainement dans ce sens, de le reconnaître, et que cette mouvance, il a été l'élément déclencheur jusqu'à aujourd'hui, aéroport international Modibo Keïta. D'après un ami burkinabé qui m'a dit à Ouaga, mais ça n'avait que trop traîné, Oui. trop tardé. Oui.
Voilà. Il y a le bateau Modibo Keïta. Oh, oh. Il y a la salle, la grande salle de l'Assemblée nationale qui porte son nom. Il y a le stade qui porte son nom. Modibo devient éternel. Hein. Il y a le monument et la venue Modibo Keïta au Mali. Même ceux qui l'ont pas vu peuvent se rendre compte de l'histoire de cet homme parce que l'histoire a donné raison à Modibo. Et pendant le mémorial, je retourne en 1936 et vous avez dit que Modibo a sauvé le président Zinsou. Et à l'inauguration du mémorial Modibo Keïta, Zinsou a pris l'engagement et il est venu, il était à côté d'Alpha Omar Konaré. Il dit c'est un devoir de reconnaissance à la mémoire de Modibo. Il était présent ce jour. C'était un 6 juin 1998 ici. Allez, mais donc on va continuer maintenant les conséquences de la chute de Modibo sur l'état du Mali. On va parler 5 minutes et puis on va donner la parole 15 minutes aux auditeurs pour nous appeler. Bon, si vous voulez. Les conséquences, moi je pense que est-ce qu'on en a... Il y a un auteur qui dit demande à Tekete son livre coûte combien et où est-ce qu'on peut trouver le livre. D'accord. Voilà, c'est un auditeur qui peut répondre. D'accord. Okay. Bon, le livre, on peut le trouver à la librairie du Musée National. Oui. À la librairie du Grand Hôtel. Librairie Bas. Et puis les stations Shell de Kalabankoura à Kalabankourou. Très bien. Et ça coûte 12 000 francs. Très bien. Voilà. C'est noté. Bien. Bon, moi je pense que les conséquences pour le Mali, oui. Est-ce qu'on en a tellement besoin tant ça frappe? Ça frappe. Parce que tout le monde aujourd'hui crie que l'éducation a failli. Que à l'école rien ne marche. Parce que tout simplement, Modibo avait compris, Modibo et son équipe, disons, oui. l'Union Sonnaise RA. L'équipe de l'Union Sonnaise RA avait compris que tout système éducatif répond à un projet de société formulé ou implicite et qu'il est un élément du système global. C'est d'ailleurs ce que les Européens ont compris lorsque, par exemple, je renvoie un peu à l'histoire, lorsque le ministre français des colonies, Albert Sarraut, en 1923, dans son livre intitulé « Mise en valeur des colonies », a écrit, je le cite, peut-être de mémoire un peu, il a dit « Instruire les indigènes », en parlant de ceux qu'ils ont colonisés. Absolument. « Instruire les indigènes est un devoir pour nous. Mais ce devoir s'accorde de surcroît avec nos intérêts administratifs, militaires, politiques et économiques. » Fin de citation. C'est aussi clair que ça. Ils ne sont pas venus créer l'école chez nous pour nous instruire, comme malheureusement on le croit, mais c'est au nom de leurs intérêts. Absolument. Donc Modibo aussi a compris qu'il faut complètement revoir et la forme et le contenu de cette école-là, pour qu'elle soit en prise réelle sur les intérêts véritables et les besoins réels des populations. Et c'est pourquoi il a entrepris la réforme de 1962. Mieux, après cette réforme, il a vu que nous ne devons pas nous contenter d'évoluer comme avec ce type d'école que la colonisation nous a légué. Il avait un vaste projet de refondation complètement du système éducatif qui avait commencé avec la réforme de 62. Mais malheureusement, le temps ne lui a pas permis d'aller au fond de cet idéal-là. Alors, pour me résumer tout simplement, je vais dire que aujourd'hui, en plus de l'école sous Modibo, il y avait des institutions qui s'occupaient de l'éducation. Et les principes éducatifs étaient harmonisés tant au niveau des familles que dans les écoles. Je dis par exemple, aujourd'hui quand on regarde, il y a des choses que l'on condamne, que certains parents condamnent à la maison. Ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne sois pas impoli avec ton maître, respecte tes camarades. Mais à l'école, si certains parents disent ça à leurs enfants, mais à l'école c'est le contraire qu'on voit. On ment, on triche, on vole, on insulte, on escroque. Oui. Alors quand donc les principes éducatifs ne sont pas harmonisés, on a tout faux. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait en sorte que dans les familles, l'éducation commence d'abord dans les familles, et que le prolongement de cette éducation dans les familles doit se faire à l'école. L'école n'est qu'un apport par rapport à ce qu'il fait. Donc, je m'avais pour cela rappelé un proverbe africain qui dit « La ruine d'une nation commence dans ses familles. » Oui. Alors, si on ne va pas dans ce sens-là, comme l'avait conçu le régime de Modibo, on aura tout faux au niveau de l'éducation. Absolument. Donc ça, c'est un. Et de deux, pour sortir avec cette petite remarque, c'est qu'il y avait énormément de projets qui étaient en cours de réalisation vers la fin du régime de Modibo. Je m'en vais citer seulement quelques-uns. Le chemin de fer Bamako-Conakry. La première pierre devrait être posée le 1er janvier 1969. Et les travaux devaient commencer
au mois de mars 69. Tout était fait par les études terminées, le financement acquis, tout devait se faire par la Chine populaire. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Je n'en vois pas. Ensuite, la Chine avait, dans le cadre de la coopération avec la Chine, il était prévu en mars 69, c'est une série d'activités économiques qui devraient être faites entre la Chine et le Mali en mars 69. En mars 69, on devait poser la première pierre d'une usine de sidérurgie à Kita, d'une usine agro-industrielle à Sikasso et d'un Comatex bis à Bougouni. Mais tout ça, c'est parti à l'eau. Absolument. Tout ça, c'est parti à l'eau. Ouais. Bon, est-ce qu'au regard de tout ça... Il y avait la navigabilité entre Saint-Louis et Caille. Et Caille. Les études étaient faites. Exactement. Oui. Et Ouais. autre chose, Oui. ce qu'on ne dit pas, Oui. par exemple, le barrage de Gouina, Oui. dont on a posé les premières pierres, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Mais ce barrage-là, Oui. en 1966, pour le barrage de Gouina, Modibo, le régime de Modibo avait obtenu un financement de 312 millions de francs maliens pour les études préliminaires de réalisation de ce barrage. Ouais. Ensuite, le barrage de régularisation de Sélingué. Le Sélingué. Les études avaient été entamées sous le régime de Modibo en 1967. Ouais. Tout ça, c'était prévu. Mais il a fallu combien d'années pour qu'après on mette ça, on aille dans ce sens-là. Ouais. Donc c'est pour dire que les conséquences ont été, je préfère ne pas qualifier, mais avec ce que je viens de dire, je crois que les gens pourront apprécier. Ils comprendront qui veut comprendre. Et qu'est-ce que vous avez ajouté? Sur les conséquences, je pense que les conséquences, moi je qualifierais, ont été plus ou moins lourdes quelque part, mais Dieu faisant bien les choses, on peut toujours se rattraper. Oui. Je pense que ce qu'il a dit, Oui. le 1er janvier, il devait avoir le chemin de fer Conakry, Oui. Bamako. Bamako. Qui n'a jamais vu le jour. qui n'a jamais vu le jour. Et une fois à un dîner, c'était un Français qui m'a dit ça, et à table. Et moi, je pense que des pourparlers aujourd'hui sont en cours pour relancer, pour réchauffer et ce projet-là. Je pense que j'ai entendu, ça veut dire donc il peut avoir un rattrapage. Moi, ce que je retiens, c'est que ça a été un goût d'inachevé. On a mis fin à une expérience où nous sommes restés sur notre fin. C'est pourquoi aujourd'hui, on est très nostalgique parce que ça n'a pas atteint Sa vitesse de croisière. sa vitesse de croisière. Merci. Et ça n'a pas atteint l'autre côté de la rive. Ouais. Bon, on semble dire quelquefois que les bonnes choses ne durent pas. Et ça, c'est peut-être vrai. Mais il faut prier pour le Mali, pour qu'on ait encore des dirigeants de la trempe de l'Union soudanaise RDA. Oui. Des gens honnêtes qui n'ont jamais entretenu de rapport ambigu à l'argent, plus soucieux du destin de leur pays que de leur destin personnel. Il y a aussi l'homme, comme l'a dit Tekete. Ce n'est pas en temps, l'homme a fondamentalement changé de 68 à aujourd'hui, un demi-siècle. Les gens on pense plutôt à forger son devenir personnel que le devenir du pays. Je ne vous apprends rien, mais les choses ont changé. Bien. Voilà, dans le cadre de la formation de l'homme, dans le cadre de la conscience, dans le cadre conscience. de l'honnêteté. Oui. Voilà. Alors, moi, je vais ajouter 2 choses. Ensuite, on va laisser la parole au moins à 3 à 4 autres de nous appeler. Pour vous dire qu'on a beaucoup perdu, c'est que, au temps de Modibo, jusqu'en 1975, les enseignants maliens étaient recherchés partout. Les cadres maliens étaient dans les grandes institutions africaines et mondiales. Et parce qu'ils avaient un niveau et qu'ils parlaient, on les respectait. On a perdu cet avantage. Quand on parlait du bac malien, il était valeureux au Burkina, et les Burkinabés, les Camerounais, les Togolais venaient chercher le bac malien. Maintenant, le bac malien sert à ventiler le thé. Ça, c'est des conséquences de la chute de Modibo parce qu'on avait baissé sur le cadre de l'éducation. Ça, c'est quelque chose que je peux dire. On a même appris que Alpha Condé a fait son bac au Mali. Ah, voilà. Voilà. Donc, Alpha Condé a fait son bac au Mali. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Alors, à l'époque de Modibo, le Mali était un pays côtoyé. Tous les grands pays du monde, tous les grands dirigeants faisaient un tour obligatoire à Bamako. Il n'y avait pas un grand de ce monde qui n'est pas venu en visite officielle ici, au Mali, chez le Modibo Keïta. Le Tché est venu. Le Tché est venu. Ouais. Ils sont très nombreux. Les présidents africains, entre 1960 et 1968, il n'y a pas un président africain d'un pays voisin qui n'est pas venu au Mali ici. Et Modibo a fait tout pour
raffermi les relations entre les pays voisins. Il était un partisan fervent de l'unité de l'Afrique. Et Modibo, c'est lui qui a écrit de sa main la charte de l'OIA, ce que les gens ne savent pas. Il était avec le président Sylvestre Olympio du Togo qui a été assassiné. Et donc c'est Modibo qui avait rédigé de sa main la charte de l'Union africaine qui a été transférée en UA. Actuellement, pour vous dire l'intelligence et la qualité et la grandeur de cet homme Modibo Keïta. Et Modibo sera éternel parce qu'on ne peut pas l'oublier, parce qu'il fait partie des grands. Les grands de ce monde le prennent comme référence. Les Thomas Sankara ont pris les Modibo Keïta comme référence. Et quand vous partez, quelqu'un m'a dit, si vous partez à La Havane, à Cuba, sur la place des héros, vous allez voir le portrait de Modibo Keïta. Quelqu'un m'a dit, quand on l'a présenté au président Fidel Castro, oui, que Fidel Castro lui aurait tout de suite dit, ah, Modibo du Mali, je le connais. Voilà. Un grand homme. Ouais. Voilà. Et Modibo faisait ce qu'on appelle de l'investissement humain lorsque l'État n'avait pas d'argent. Une construction par l'effort de la population qu'il faisait intéresser à la chose publique. Et Modibo a créé ce qu'on appelle l'école du parti. Parce qu'il dit que la politique, il faut avoir aussi les sources de la politique. Il a créé l'école du parti où on formait les cadres. Oui. Ça aussi, c'est une expérience qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui. Tout le monde est politicien. Effectivement. Il a créé l'école du parti. La permanence du parti où les gens partaient régulièrement pour se rendre compte des nouvelles et de l'évolution du monde. Ça n'existe pas maintenant. Et l'actuel Haut Conseil de collectivité, c'était la permanence du parti. Tout à fait. Et ce sont investisseurs humains. Et Modibo est parti faire sa part de travail en tant que manœuvre. Voilà. Juste ce que je voulais dire. Oui. Effectivement, c'est pour confirmer un peu ce que tu dis. Oui. Les 300 salles de classe dont j'ai parlé, et d'ailleurs toutes les autres salles de classe, ont été construites par investissement humain. Investissement humain. Voilà. Quand je dis qu'il n'y a pas eu un apport d'un franc de l'extérieur, c'est effectivement, je faisais allusion à l'investissement humain. Très bien. Dans toutes les sections du parti, il y avait une permanence du parti qui avait été construite par les populations elles-mêmes. Donc il y a plein de choses, et des milliers de kilomètres de routes, certes non bitumées, mais des pistes rurales ont été construites à travers le pays par investissement humain. Beaucoup de choses ont été faites. Et sur le plan de l'administration, Modibo a dit qu'il faudrait que les gens du sud et du nord s'interpénètrent et que les fonctionnaires sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et il dit après 5 ans, on doit redéployer pour qu'ils ne se familiarisent pas au coin et que chacun puisse connaître son pays. Absolument. Voilà, donc ça ce sont des avantages qu'on n'a plus maintenant. Alors on va laisser la chance à des auditeurs de nous appeler. On va prendre 3 ou 4 auditeurs pour qu'ils posent des questions en direct. Le code c'est le 20 21 00 pour nous joindre. Le code c'est 21 011. Et nous là, je le prends. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ouais, moi ça va, Dieu merci. Bien. Comment vous appelez? Mohamed Touré. Mohamed Touré. Ouais. Alors, vous avez quelle question? C'est moi qui étais devant vous l'autre jour par rapport au poème là qu'il a fait pour Modibo et pour Clédou. Oui. Comme je vous l'ai dit, je suis un auditeur assidu de Radio Clédou et j'ai suivi le débat. Très bien. Un débat très intéressant. L'héritage de Modibo sur tous les plans est incommensurable. Oui. Et je dirais que de 68 jusqu'à la chute de Moussa, pour moi c'est l'antithèse même de Modibo, sur tous les plans. Oui. Parce qu'il est venu mettre fin vraiment à l'espoir que Modibo a suscité à travers ses interventions, à travers ses réalisations. Donc pour moi, ça c'est le point noir. Le point noir. Mais je me dis qu'à partir de 91, nous on pensait pouvoir renaître un peu l'espoir chez les Maliens. Oui. Et cette génération, c'est cette génération qui se réclamait de Modibo, en fait, l'héritage de Modibo. Oui. Mais à notre grande surprise, nous avons été déçus, surtout par ceux qui, on pensait qu'il allait vraiment remettre le Mali sur la bonne voie. Si je prends le cas de l'éducation, je suis désolé tout de suite qu'un des débatteurs a parlé des monuments que Alpha a eu à mettre au nom de choses. Et les places qui ont été baptisées au nom de Modibo. Oui. Mais c'était pas suffisant. Alpha était président. Oui. Il avait les rênes du pouvoir. Oui. Et l'éducation qui a connu un coup par Moussa. Oui. Alpha avait les coups de franche. Il avait les pleins pouvoirs. Pour remettre l'éducation sur la bonne voie. Surtout il est enseignant. L'éducation a connu un coup dur. Ouais. À partir de 91. Ouais. L'armée malienne, dont vous n'avez pas parlé, dont nous sommes fiers. Notre armée. Mais notre armée a connu un coup dur encore avec ces mêmes gens qui se relevaient, qui pensaient avoir l'héritage politique de Modibo. Donc je me dis, si nous devons parler de ce qui reste de Modibo,
après 50 ans, nous devons faire une analyse critique de ce qui s'est passé de 91 à nos jours, où les gens se sont levés pour dire que nous revendiquons l'héritage de politique de Modibo, mais ils ont fait le contraire de ce que Modibo a eu à faire, et le Mali est assombé. Et assombrer de telle sorte qu'on ne sait même pas quel serait devenu l'espoir de ce pays-là dans les années à venir. Et par la faute de ces gens-là à partir de 91. Ouais. Donc je me dis que c'est entre 91 et aujourd'hui que nous devons nous appesantir pour dire voilà que l'héritage de Modibo n'a pas été à ce que nous attendons par rapport même à ses propres ceux qui pensaient pouvoir vraiment relever son héritage et qui nous ont déçus. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous qui parlons de Modibo, nous n'avons pas un comportement à la hauteur de la personne pour pouvoir dire qu'il faut inverser la tendance qui nous a été imposée par le régime de Moussa et puis une partie de nos camarades même à partir de 91. Okay. Le débat doit être autour de ça. Très bien. Excusez-moi, vous vous rappelez, j'ai posé une question par rapport j'avais posé une question par rapport à ce que la révolution là, ce n'est pas un dîner de gala. Vous vous rappelez quand j'ai posé la question? Je me rappelle, c'était au moment où je n'ai pas eu la réponse qu'il me fallait. Oui. Mais quand je suis sorti de la salle, Zoumana Sako m'a pris pendant 2 heures de temps pour me dire que cette question elle est très pertinente et il a commencé à me donner un début de réponse. Très bien. Moi je me dis à Tekete et à l'autre, essayer d'approfondir davantage la réflexion, approfondir les investigations, les recherches pour savoir qu'est-ce qui a fait que Modibo a chuté et pour que les Maliens comprennent. Parce qu'on aurait souhaité demain avoir quelqu'un comme Modibo qui vienne mettre le Mali sur la bonne voie, mais essayer de voir comment contrecarrer tout ce qui pourrait être obstacle à la chute d'un pouvoir qui peut mettre le Mali sur la bonne voie. Merci. Donc c'est important de ne pas évacuer cette question de savoir pourquoi Modibo a chuté. Ça sera l'objet de notre débat parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement les acquis, les 50 ans de Modibo, 50 ans après la chute de Modibo. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je profitais seulement pour pouvoir en parler. Ça me fait plaisir. Dire que la réflexion de l'autre par rapport à la milice, j'ai beaucoup apprécié. Très bien. Parce que c'est des informations que nous n'avons pas. Et j'ai compris qu'il a fait des recherches à ce niveau. Parce que c'était, comme on l'a dit, on a l'impression que la milice est le point noir du régime, alors que contrairement à ce que l'autre débatteur a expliqué, c'est loin de là. Donc c'est important que la jeunesse d'aujourd'hui puisse s'inspirer de tout ce qui est réel et ce que les gens ont voulu utiliser contre le régime de Modibo, qui, pour nous, c'est vraiment le régime qu'il faut pour que le Mali puisse aller sur de bonnes bases. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bien, là c'est bien dit, mais on va vous dire aussi que pendant les 23 de règne de Moussa Traoré, on a tout fait pour ne pas parler de Modibo, des acquis de Modibo, l'héritage de Modibo et l'histoire de Modibo. Ça fait partie aussi de la tache noire du régime de Moussa Traoré. Mais on aura un autre jour, un autre débat sur ces problèmes bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est sur les 50 ans après la chute de Modibo. Bah, ça c'est une contribution. On va prendre un auditeur pour voir ce qu'il va dire lui aussi. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, Razan. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez un retour là, vous pouvez lever là? Oui. Voilà. Oui. Voilà, votre nom et prénom? Moi, je suis Gimba Traoré. Gimba Traoré. Oh, oui. Alors, vous avez une question ou une contribution? J'ai une contribution. Bon, nous, on n'a pas eu vraiment la chance de vécu le temps de Modibo. Oui. Je suis un instituteur de formation. Oui. Vraiment, votre débat, ça nous éveille la conscience. Très bien. Vraiment, j'aimerais que vous continuiez ce débat. Oui. Pour que nous aussi, on pouvait contribuer dans les jours à venir et pérenniser ce que notre président cher Modibo Keïta de Mali de 1960. Même si on n'a pas pu, on ne peut pas tout faire, bon, on essaie de mieux faire aussi pour que l'éducation puisse revenir à notre établissement. Vraiment, c'est ça mon contribution à votre vraiment débat aujourd'hui. Merci. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre 2 autres, ensuite on va résumer et boucler ensemble. On prendra le 3e. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Radio Clédou. Oui, Radio Clédou. Vraiment, je vous remercie de ce débat. Oui. Là, je suis très très content. Non. Moi, mon point fort, c'est que je me demande. Oui. La suite de M. le Président Modibo Keïta. Oui.
est-ce que les officiers qui ont été à la base ont été vraiment les pions de la France? Oui. Parce que la France n'a jamais voulu l'indépendance du Mali. Donc, ne voulait pas que Modibo reste au pouvoir parce que là, ça allait être l'indépendance totale. Oui. Donc, il fallait éliminer Modibo pour mieux instaurer leur colonisation encore. Oui. Donc, je pense que c'est ainsi qu'ils ont poussé ces officiers à éliminer Modibo Keïta. Est-ce que ce n'était pas les raisons du coup d'État? On posera la question aux invités. Voilà, parce que en toute réalité, oui. Vu les réalisations de Modibo Keïta, l'économie, le franc malien et puis l'industrie, tout là. Oui. Donc vraiment, ce sont des choses qui n'ont pas plu à la France. Oui. Donc il fallait pousser les gens à éliminer Modibo Keïta. Bon, je pense que ce sont les raisons, à mon avis, oui. Ça doit être les raisons de faire le coup d'État à Modibo Keïta. Très bien. Donc vraiment, ils ont tort. Merci. Donc nous sommes dans ce pétrin jusqu'à ce jour-là. Ok. Donc je vous remercie. Merci à toi aussi. Ok. En recense, après vous allez répondre. On prend le dernier c'est le quatrième, parce qu'on a dit qu'on va donner la chance à 4 auditeurs. Voilà. Allô? Allô, bonjour Andan. Bonjour, comment ça va? Bon, moi je vais bien. Je salue vraiment tes invités. Ah, le matin aussi tu es à l'écoute? Pourquoi pas? Ah, d'accord, l'avocat des pauvres. Mais on va... on dit que vraiment, on n'est jamais vieux pour apprendre. Très bien. On n'est jamais vieux pour apprendre, c'est une belle leçon ça. Voilà. Alors, nous autres, nous n'avons pas connu cette période-là, cette époque dont vous parlez. Mais vraiment, en dressant de telles images, oui. Est-ce qu'on ne va pas davantage introduire les gens en erreur? C'est-à-dire? Parce que, souvent, il y a des gens qui vont louer en disant même que Modibo, c'est comme un saint. Bon, moi, je pense que nul n'est parfait dans ce monde-là. Absolument. Si aussi on avait un peu parlé des erreurs qu'il a eu à commettre durant son règne, oui. Et le côté positif, là, comme on en sait beaucoup maintenant, donc ça allait permettre aux générations futures donc, d'éviter ces éventuelles erreurs. D'accord. Mais si on est en train donc de donner, de redorer le blason de la sorte, étant donné que selon les dits des yeux, Modibo, souvent, il a dépassé les limites. En faisant quoi? Même en tenant compte du désintérêt total de la population, des hommes politiques. Et puis, ce n'est pas dû au comportement donc, de Modibo à l'époque. Bon, moi, je voulais que vraiment il donne des éclaircissements sur ces différents points, quoi. Parce que nous n'avons pas compris. En un premier temps, avec les indépendants, il y avait un engouement général. Mais, après quelques années, les populations se sont désintéressées totalement de la vie politique. Mais, à quoi était dit cela? Bon, d'accord, on va te répondre. Cela n'est pas dû à Modibo, mais cela est dû au comportement des hommes politiques actuels. Et pour le résumer, je vais te dire par cette phrase de Amadou Djikroni qui paie à son âme. Il dit au temps de Modibo, les Maliens étaient fiers, ils avaient honte de manger l'argent de l'État et du public. Bon, même cette éducation-là, c'est pas Modibo, ça c'est le fruit d'une autre époque là. Les Modibo ont été éduqués par le... Mais justement, Modibo a perpétué l'éducation qu'il a reçue et vous êtes victime de cette éducation d'aujourd'hui. Nous sommes de la période de Moussa. Voilà. Allez, donc il dit au temps de Moussa, les gens avaient peur. Et maintenant, les gens, c'est ça le Mali. Voilà. Bon, il y a une génération intermédiaire là. La génération intermédiaire est perdue parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas donc de cette nouvelle génération. C'est ceux qui sont à l'arène actuellement. Très bien. Mais ces gens-là, leur comportement laisse à désirer. Oui, ça on le sait. Voilà. Mais le point n'est pas là. Le point est sur les 50 ans de la chute de Modibo. Pour la génération actuelle, ça serait un autre débat. Voilà, d'accord. Bon, merci. Moi, je veux que vous souligniez un peu les erreurs qu'il a eu à commettre. Ça nous permettra donc vraiment d'éviter ces erreurs dans le futur. Bien. Bonne journée. Bien, voilà, ça c'est le ramassé des auditeurs. En bref, il dit les erreurs de Modibo. Bon, Modibo avait plus de qualité que d'erreurs, c'est pour ça qu'on parle plus de ses qualités que de ses erreurs.
Les erreurs c'est des acteurs, on a dit la tache noire, on a dit c'est la milice populaire, on a parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale qu'on a dit c'est un coup d'état constitutionnel, on a parlé de la création du comité de défense de la révolution et des milices. C'est ça que les gens considèrent comme étant les erreurs de Modibo Keïta. Et en plus, vous ajoutez, avec les débordements de la grande manifestation de vendredi 1962 contre la monnaie, où il y a eu l'arrestation d'Ahmadou Diko, de Maraba Kassoum. Ce sont là les grandes erreurs de Modibo qu'on peut l'attribuer. Après ça, il avait plus de qualité que d'erreur. Je vous donne la parole. On commence par Diarra et Tekete va conclure. Voilà. On commence par Gossi Diarra, Tekete va conclure. Oui, allez-y, tu peux enlever le casque, oui. Ça vous permettrait d'écouter les auditeurs. D'accord, moi voilà. Je suis entièrement d'accord avec le premier auditeur. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Absolument. Voilà, mais il est comme s'il était parfaitement dans ma tête. Oui. Et les conséquences, c'est la fin de l'espoir. Oui. De 68 à 91. Oui. C'était l'antithèse. L'antithèse. Voilà. Entièrement d'accord avec lui quand il parle d'armée malienne. Oui. Tout le monde connaît. J'ai dit que l'armée était créée au temps de Modibo et maintenant. Voilà. Tout à fait. Oui. Et notre armée était super équipée. Absolument. Jusqu'à la guerre Mali-Haute-Volta. On avait des MiG, des tanks, on avait des chars. Et je vais lui dire. Oui. Quand il y a eu le conflit Mali-Haute-Volta, oui. J'étais en France en 85, oui. En décembre. Noël 85. Oui, une dame, j'avais une consultation médicale chez une dame, donc vous saviez quand un médecin vous reçoit, oui. Et il voit d'abord vos filiations et Mali. Oui. Et avant de commencer à me consulter, elle m'a dit, mais le Mali, qu'est-ce que vous avez à aller bombarder le Burkina. Oui. Mais vous avez une aviation, une armée de l'air forte. À l'époque. À l'époque, j'étais fier. Elle dit, mais j'ai vu à la télé, c'est un peu dur, hein, un peu triste pour les Burkinabés. Bon, là, je peux dire qu'à l'époque, jusqu'à ce temps, il y avait une armée malienne, une armée qui a continué jusqu'à un certain temps. Oui. Bon, moi, je sais pas comment se trouve l'état de l'armée malienne. L'état de l'armée, depuis 91, effectivement, elle a dit, c'est en 1993, lorsque Alpha a pris le pouvoir, il a dit cette phrase, il dit, pour une bonne démocratie, une armée forte est un danger. Donc, depuis là, Alpha a délaissé l'armée, il faut le dire. C'est Alpha, c'est lui qui a dit la phrase. Tout à fait. Il dit dans une bonne démocratie que une armée forte était un danger. En réalité, une bonne démocratie est appuyée sur une bonne armée. Voilà. Et mais une armée disciplinée et forte. Et merci. Oui. Et je le remercie. Il y a beaucoup de points de convergence. On a parlé de la milice avec beaucoup d'informations. Absolument. Et pour répondre aussi à un auditeur, c'est comme un homme qui a des défauts et des qualités. Absolument. On ne peut pas trouver la perfection. Oui. Toute humaine est perfectible. Il faut qu'ils le comprennent. On n'a pas magnifié Modibo, mais on a dit ce que Modibo a été. Oui. On ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'il y a eu telle chose pendant qu'il n'y a pas eu telle chose. Mais ce que je peux dire, c'est que le régime de l'Union soudanaise RDA, on l'a dit, qu'en dépit des erreurs et des fautes commises dans le feu de l'action, absolument, les dirigeants de l'Union soudanaise RDA ont mérité de la patrie. Voilà. Et ça, on l'a dit, et s'il y a des erreurs, l'erreur est humaine. Et l'erreur est nourrissante. Oui. Et l'erreur, c'est sacrément humain. Oui. C'est ce que je lui dis. Très bien. Voilà. Et ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je veux dire que presque à un demi-siècle du régime de l'Union soudanaise RDA, moi je ne regrette rien, je ne renie rien. Et je m'en vais donner cette citation de Chateaubriand à propos de Napoléon, qui sied bien au président Modibo. Oui. C'est mon jugement sans appel. Oui. Moi, je dirais, comme l'a dit Chateaubriand de Napoléon, Modibo vivant, il a manqué le Mali. Très bien. Et mort, il le possède. Très bien. Voilà. Belle phrase. On revient à deux Tekete journalistes et écrivains sur Modibo Keïta, connaisseurs de l'histoire de Modibo. Alors, en répondant d'abord aux questions et suggestions des auditeurs et votre conclusion. Bien, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'observations, d'apports que de questions. Mais si je retiens un peu ce qui a été dit, c'est que du point de vue surtout du dernier intervenant,
il semblerait que nous avons parlé de Modibo comme s'il était un homme sans défaut. Ouais. Et que cela risque de créer dans la mentalité des gens qui nous écoutent, un esprit, je ne sais pas moi, qui pourrait, au lieu de les éclairer, peut-être pourrait les conduire à quelques excès. Oui. Je dirais à ce niveau, avant d'apporter quelques éléments d'information, je fais un petit commentaire. Oui. Alors, nous sommes dans un pays où malheureusement, beaucoup de gens, je ne dis pas tout le monde, il y a de très bons gens, il y a de très bonnes intelligences, il y a des gens qui ont une capacité d'analyse et de réflexion dont le pays aujourd'hui en a besoin. Mais je dis malheureusement, la tendance que l'on constate depuis quelque temps, c'est que nous avons un esprit qui n'est pas toujours dans le sens du positif. Je prends comme analogie le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Selon la vision. Voilà. Malheureusement, ici, les gens voient beaucoup de gens, disons, voient le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Oui. C'est dommage. Modibo lui-même n'a jamais dit qu'il était parfait. Absolument. Je renvoie à l'intervention qu'il a faite en 1963, si ma mémoire est bonne, en janvier 1963, à la conférence nationale des cadres de l'UNTM, l'Union nationale du travail de Mali. Il a dit aucun homme, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa formation, quelle que soit son éducation, à lui seul ne peut à la fois concevoir, exécuter et corriger. Et c'est pourquoi il faut déléguer le pouvoir. Et c'est de là d'ailleurs qu'est parti ce qu'on appelait la théorie des 5 doigts. Réfléchir ensemble, concevoir ensemble, exécuter ensemble, analyser ensemble et corriger ensemble. Qui était le principe sur lequel se fondait l'Union soudanaise RDA sous Modibo Keïta dans tous les principes qui les ont guidés par rapport aux actions qu'ils avaient posées. Alors moi je pense que, pris de ce point de vue, il serait exagéré, nous, de notre part, de donner l'impression que Modibo était parfait. Absolument. Mais il avait infiniment plus de positif que de négatif qu'on lui reproche. Absolument. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pays a besoin de repères. Oui. Des gens capables dont l'exemple de vie, d'action, peut servir de vademecum pour ceux qui, aujourd'hui, ont à cœur de faire en sorte que le pays s'apaise, que nous sortions de ces crises. Quand on parle du cas de Modibo et tout, mais analysons un tout petit peu. En 1963, il y a eu la rébellion au nord. Ouais. Il y a eu la rébellion au nord. Ouais. Mais de 1963 jusqu'en 1990, il n'y a pas eu d'éveil de cette rébellion. Absolument. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Modibo, évidemment par ceux qui avaient pris les armes pour combattre le régime, a utilisé en retour les armes pour les apaiser. Mais il n'a pas fait que ça. Les premières écoles à Kidal ont été introduites là-bas par Modibo. Les premiers Touaregs formés à l'école au Mali, ça a été fait sous le régime de Modibo. C'est Modibo qui a introduit le maraîchage à Kidal. À l'époque, on disait même les meilleures carottes du Mali et de pommes de terre sont produites à Kidal. Mais tout ça, c'était pour amener les populations à se prendre en charge, à ne pas croire que c'est avec les armes qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Nous sommes tous des frères. Tout ce qui se passe à Kidal ne peut pas ne pas avoir de répercussions à Bamako, à Kaï ou autre chose. Et c'est pourquoi il avait fait en sorte que les cadres formés, c'est à celui que tout militaire qui était recruté ici, quel que soit ton grade, tu allais servir au nord. Absolument. C'était pour permettre à l'armée d'avoir en sympathie les populations qui sont là-bas, qu'on s'entrelace, qu'on se connaisse. Comme on le dit en Bambara, en Kanyoron Timina, en Kakoto Nyontala. C'est sous lui que ça a commencé. Pendant la colonisation, il n'y avait pas une seule école à Kidal. Mais c'est Modibo qui a introduit cette école. Pourquoi? C'est pour amener les gens à comprendre qu'ils appartiennent à un seul et même pays. Que s'il y a des déviances, il faut les corriger aux besoins avec les méthodes qu'il faut en ce moment. Donc voilà ce qu'il a fait. Alors moi je dirais en ce moment que nous n'avons pas la prétention de dire que Modibo est parfait. Quand moi, au cours de mes recherches, j'ai interrogé Amadou Seydou Traoré et Amadou Djikorini, paix à son âme, et Seydou Badian. Je leur ai dit dans tout ça, qu'est-ce que eux-mêmes, en tant que des collaborateurs de Modibo, ils peuvent voir comme insuffisance chez Modibo. Différemment, hein. Mais ils m'ont dit tous la même chose, sauf
par la formulation, sinon exactement la même chose. Ils disent que la grosse erreur de Modibo, c'était de croire que son caractère d'intègre, de combat contre l'injustice, de confiance en soi, était la même chose qui était partagée par l'essentiel des populations. Mais que c'était ça son erreur. Très bien. Donc moi je dis qu'il faudrait que nous comprenions que la vie, ce n'est pas seulement de pouvoir critiquer pour critiquer, mais c'est aussi de critiquer pour s'améliorer. Très bien. Et maintenant, peut-être comme tu dis, pour mon mot de la fin, depuis 91, quand le régime militaire a été évincé du pouvoir, tous les présidents qui sont arrivés, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Diongouna Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta, tous ont reconnu la valeur de l'homme. La preuve, c'est que quand Alpha a fait la journée d'hommage à Modibo le 16 mai en posant une gerbe de fleurs sur sa tombe, tous ceux qui sont venus après lui ont perpétué cette tradition. Absolument. Et sous Alpha, le mémorial Modibo Keïta a été construit. Oui. ATT est venu, il a continué la journée d'hommage. Et il a fait en sorte que le nom de Modibo soit gravé au monument de l'indépendance comme médaillé d'or de l'indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta est venu, il a continué la journée d'hommage. Il a offert, et d'ailleurs, il faut qu'on le dise, aujourd'hui, nous allons tous nous retrouver là-bas pour ça, il a offert une maison à la veuve de Modibo. Bien. Ibrahim Boubacar Keïta. Il a baptisé l'aéroport Senou, Modibo Keïta. L'avenue Modibo Keïta. Le bateau. Le bateau Modibo Keïta. Tout ça, c'est bon. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les Maliens ont besoin de connaître Modibo. Absolument. Et je dis connaître Modibo, c'est aussi une œuvre de construction nationale. Absolument. Parce que c'est un pan de notre histoire dont nous avons besoin, dont la compréhension peut nous aider à mieux nous connaître, dans la mesure où on dit que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de soi-même. Connaître Modibo, c'est nous connaître aussi. Absolument. Alors moi, je souhaiterais qu'on fasse en sorte que la vie et l'œuvre de Modibo soient enseignées dans les écoles, depuis le fondamental jusqu'au supérieur. Avec cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous comprendrons et nous aurons confiance en nous-mêmes pour faire en sorte que nous travaillons dans le sens de croire en nous-mêmes, d'avoir confiance en nous-mêmes pour pouvoir sortir de la situation que nous vivons aujourd'hui. Merci, et j'espère que les auditeurs en ont tiré profit. On se retrouvera peut-être un autre jour sur un autre pan de l'histoire du Mali et du caractère de Modibo. Mesdames et messieurs, vous suivez Clédou. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 novembre de l'an 2018. J'avais comme invité monsieur Daouda Tekete, vous le connaissez bien, journaliste. Ensuite, il est écrivain, le professeur de l'université, il enseigne le droit privé à l'université du Mali. Gaussou Diarra était là, qui l'accompagnait. Moi, je m'appelle Abdoulaye Andan, j'étais là pour vous servir. Mesdames et messieurs, comme ironie de l'histoire, aujourd'hui, c'est le 20 novembre. Et pour vous, le 20 novembre 1963, Moussa Traoré, qui a renversé Modibo Keïta, a marié Mariam Sissoko, si vous vous souvenez. Aujourd'hui, faites leur anniversaire. 20 novembre 1963, c'est de l'histoire. Au revoir.